temps déjà que ça se mette en route. Bonsoir à tous, bienvenue sur Extrême Météo, là pour l'émission Les Maîtres du Temps. Il est quasiment 21h, donc sur RTM, nous allons attaquer d'ici quelques secondes. Voilà, donc, on vous laisse le temps de nous rejoindre tranquillement. Le direct visiblement fonctionne ce soir là sur Facebook, j'ai à 7 débits, en espérant que ça tienne toute l'émission. Voilà, donc comme prévu, on va vous parler de la tendance saisonnière. Notamment pour l'hiver, hein, et on va, avant cela, on va quand même parler des prévisions à court terme et de la tendance à moyen terme, mais ça sera relativement rapide pour aborder vraiment le vif du sujet. Donc voilà, donc écoutez, dans quelques secondes, on va commencer. Allez, c'est parti. C'est parti. Et bonsoir à toutes et à tous, tout juste 21h, comme vous venez de l'entendre, sur RTM. C'est ici en direct pour l'émission Les Maîtres du Temps. Ce soir, je suis en compagnie de Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices. Donc Fabien qui fait en parallèle un suivi, un direct de Facebook sur sa page Extrême Météo. Voilà, donc je tâcherai d'ailleurs, mais plutôt pour la partie. Alors on va avoir plusieurs parties. Hein. On va déjà aborder les prévisions à court terme. Hein. Alors ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On parlera de la tendance à moyen terme quand même, hein, ce qui nous amène au week-end prochain et la semaine suivante. Là par contre il peut y avoir un peu plus de choses à dire. Et après on parlera comme prévu, on avait commencé vendredi soir et ce soir on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la tendance saisonnière. Et donc pour ce faire, la tendance saisonnière, notamment pour ceux qui me suivent sur Extrême Météo, je suis susceptible de vous montrer des cartes. Voilà, donc pas dans l'immédiat, mais un petit peu plus tard. Et donc voilà, ça peut être aussi illustratif et ça peut être intéressant. Oui, voilà. Alors j'en ai profité pour monter le volume du son parce qu'au début on t'entendait un peu loin, j'avais oublié de monter le son, mais là c'est bon, c'est nickel. Alors, on va saluer les personnes qui sont sur le chat. Ah, alors on a une belle surprise ce soir. Nous avons Aura Info Météo, c'est notre Alex, notre ancien chat blanc qui est présent sur le chat, qu'on salue. Karine aussi, Karine des Ardennes, qui est présente et qu'on salue aussi chaleureusement. Alors, sans plus attendre, on va commencer dans l'ordre, tout simplement, comme on fait à l'accoutumée. C'est-à-dire que, alors ce soir, on va faire l'émission dans la foulée, d'affilée. Voilà, parce que je sais que, c'est pas, pour tout le monde, pour certains d'entre vous, c'est peut-être la fin du week-end, il y en a qui reprennent le travail demain, mais pour d'autres, c'est pas le cas. On est en plein week-end, ça c'est bien. Alors, on va dire quasiment, alors je dis quasiment, tous les auditeurs qui nous écoutent, en tout cas qui sont en France, ont vécu un beau dimanche. Alors je dis quasiment parce que notre ami Fabien qui est du côté de Lyon, et je pense que Alexandre aussi, ça va être le cas, c'était pas terrible aujourd'hui. Oui, c'est le cas, oui. On a eu. Toute la France s'est retrouvée sous le soleil, sauf la région lyonnaise, sauf la région stéphanoise, un petit peu le Nord-Isère aussi, mais à degré moindre. Également du côté de Clermont-Ferrand, on est resté sous les grisailles, vraiment assez compact. Hein. On a eu quelques tentatives de trouées dans l'après-midi, notamment du côté de chez Alexandre, justement. Hein. On en parlait tout à l'heure. Sur Clermont aussi, ça s'est dégagé ce soir, sur Clermont-Ferrand. Mais globalement, ça a été assez compact. Et donc des températures qui n'ont pas évolué aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas combien il a fait à Lyon, il a dû faire 11, 12 degrés maximum. Donc c'était un peu tristounet, c'est un temps de tout ça, mais ce qui était un peu pas curieux, mais bon, c'est vrai qu'on était les plus mal lotis, quoi, alors que partout ailleurs, les grisailles se sont dissipées, il a fait quand même beau, quoi. Très beau même. Voilà, donc, très beau. Oui. Même. Alors Alexandre nous confirme que, oui, le chat blanc dans les nuages depuis 3 jours. c'est exactement ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que, voilà, parce que
Bon, on va dire, dans quand même pas mal d'endroits en France, le matin, quand même, c'était assez brumeux. Il fallait attendre parfois la dissipation de nuages bas, de brouillard, hein, qui était encore présent. Et c'est vrai que quand on s'amuse à regarder un peu les images satellites dans l'ensemble de la journée, on voit quand même, hein, que le soleil a fini par l'emporter à peu près partout, hein, avec toujours, comme on vient de le dire, la même réserve. Hein, donc voilà, du côté de la Limagne, hein, du Lyonnais, du Mâconnais, ou voire, hein, vers l'Alsace frontalière, où là les nuages bas aussi, hein, se sont montrés plus tenaces. Ouais, c'est vrai que du côté de l'Alsace, il y avait effectivement, j'ai oublié de le dire, il y avait aussi des nuages bas assez tenaces, notamment près du Rhin, quoi. Hein. Comme d'habitude, souvent, c'est de toute manière, vous le remarquerez, c'est souvent près des cours d'eau, hein, dans les vallées où on a le plus de brouillard et de nuages bas, on va dire récalcitrants, quoi. C'est ça, tout à fait. Bon, voilà. Après, c'est une situation à l'air classique, hein, d'automne. On a quand même profité d'une belle journée, on le rappelle. Et ça sera encore le cas demain, hein, avec même des températures en hausse. Alors, bon, ben, demain matin, hein, vous l'avez compris, on aura encore quelques plaques de grisaille, hein, au nord de la Loire, mais surtout, on va dire, dans les régions, on va dire dans les vallées du centre-est, mais aussi ben, du côté de la plaine d'Alsace. Hein. Et puis la nouveauté par rapport aux jours précédents, eh bien, c'est le vent d'automne qui va se lever. Et du coup, ce vent ben, va ramener un peu de grisaille, hein, sur le sud du Languedoc-Roussillon. Du vent et de la grisaille donc, qui vont persister l'après-midi. Mais bon, ailleurs, ce sera vraiment du beau soleil. Hein. Alors, légèrement voilé au nord de la Loire. Et toujours, hein, oui, quelques stratus récalcitrants dans le Lyonnais ou vers la plaine d'Alsace. Alors, côté température, ben, la nuit à venir s'annonce fraîche, mais finalement sans excès, hein, non plus. Et puis, dans l'après-midi, demain après-midi, ben, on gagnera parfois encore quelques degrés, hein, par rapport à aujourd'hui, avec des valeurs qui s'approcheront des 20 degrés, hein, au nord de la Loire, comme en Bretagne, hein, et les 20 degrés qui seront dépassés dans le sud, avec un maximum de 24 degrés à Biarritz. Hein, voilà. Donc, bon, ben, demain, ça sera bien. Et aussi. à nouveau des valeurs élevées en altitude, hein, surtout, hein, parce que ça, on a ce qu'on appelle des inversions de température aussi, hein, notamment au petit matin. Et en altitude, notamment du côté du Massif central et des Pyrénées, on peut atteindre les 20 degrés. Hein. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, c'était, je crois, en fin de matinée, il y avait une station du côté de la Corrèze, un petit peu en altitude, qui annonçait déjà à 11 heures du matin une vingtaine de degrés, je crois, alors que plus bas, il faisait à peine 10 degrés. Enfin voilà, on a des inversions très importantes. Hein. Et demain, par effet de fun aussi, près des Pyrénées, on pourrait quand même, près du piémont pyrénéen, on peut atteindre quand même les 24-25 degrés très localement. Hein. Donc, Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, bon, du coup, en plus, ces températures dépendent aussi de la présence ou pas de nuages bas. Et c'est vrai que l'un des modèles phares de Météo France, à savoir Arome, comme nous dit Alexandre, c'est vrai qu'il n'est pas bon du tout. Hein. On l'a constaté aujourd'hui pour le risque de persistance de nuages bas. non, pas trop. C'est Non. encore très compliqué. Hein. Voilà, Ouais, c'est pas évident. ça s'est amélioré un peu au fil des années, mais J'ai une observation oui, d'un des internautes là, qui nous suit là, Hervé, hein, qui nous dit: nous avons eu en fin de journée des brumes marines sur le front de mer. Alors Hervé est sur Marseille, voilà, c'est juste comme observation, oui. donc c'est intéressant. Ben ça c'est intéressant et c'est pas étonnant non plus puisque ben, on voit que le flux est en train de basculer, on va dire, au secteur sud-est, est, et ça ramène justement de l'humidité provenant de la mer et c'est ce qui va se passer notamment demain, voilà, dans le sud du Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc, et puis en plus ça va pas s'arranger après, ben justement on va faire la transition avec mardi parce que bon il fera beau à peu près partout mais voilà ces fameuses entrées maritimes qui vont persister autour du golfe du Lion mardi. Puisque ce soit le vent d'autant ou le vent de sud, ils seront toujours à l'action. Et par ailleurs aussi, autre élément à signaler, ce sont des nuages qui vont commencer à envahir les régions proches de la Manche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces nuages vont annoncer l'arrivée d'une perturbation, alors une perturbation peu active, hein, qui va traverser une partie du pays mercredi sous forme de nuages. Hein, et là, je rejoins complètement ce que disait Fabien déjà vendredi, à savoir une perturbation peu ou pas active, hein, qu'on va retrouver très peu active, on peut même dire. Voilà, hein, puisque essentiellement sous forme de nuages qu'on va retrouver à la mi-journée, on va dire à peu près, hein, sur les régions centrales, donc entre la Vendée, Pays de la Loire, en allant vers le centre et la Franche-Comté. Bon, on pourra avoir quelques gouttes de pluie, mais pas plus, hein, voilà, effectivement. Et puis, alors, ensuite à l'arrière, ben, ça sera le retour d'éclaircies, hein, mais par contre,
dans une masse d'air plus fraîche quand même, hein, avec une moyenne de 12 degrés au nord. Et par contre, à l'avant, ben là, ce sera un soleil voilé. Hein. Alors, un soleil qui sera quand même plus lumineux, hein, quand même, en allant vers la Méditerranée. Voilà. Ça, pour après, le flux, oui, le flux va s'orienter au nord, hein, mercredi. Donc à l'arrière du front qui sera bon inactif, on aura effectivement un refroidissement. Alors le front inactif, d'ailleurs les quelques gouttes dont on parle, ce sera plutôt sur la partie est du front. Hein. Ça sera plutôt vers le Jura, notamment le sud de l'Alsace. Ça sera vraiment quelques gouttes et éventuellement quelques bruines, mais guère mieux, quoi. Hein. Et donc mercredi, voilà. Et donc à noter aussi que le Mistral et le vent d'ouest va se lever en Méditerranée aussi. Hein. Mistral 50-60 km/h, vent d'ouest environ 60 km/h près de la côte varoise. À noter un petit risque d'averse aussi en Corse, hein, mercredi. Hein. Petit risque d'averse en Corse. Et donc les températures, effectivement, le contraste va s'accentuer un peu entre le nord et le sud. Le nord, on va avoir donc une baisse à l'arrière du front. On atteindra difficilement les 10, 11, 12 degrés du nord au nord-est. Un peu plus peut-être vers la Bretagne, vers le nord-ouest, hein, peut-être 14 degrés. Par contre, au sud, ça commencera quand même déjà à baisser. Je disais une bêtise là. Ça baissera quand même un petit peu, notamment du côté vers Lyon, notamment. On atteindra quand même difficilement les 13-14 degrés. Quoique à Lyon, ça changera pas beaucoup parce qu'on ne les a même pas atteint ces jours. Mais à cause des grisailles, quoi. Donc bon, ça va pas tellement changer. Par contre, ça va baisser effectivement plus dans le sud-ouest, où là, on atteindra plus difficilement les 20 degrés. Hein. C'est vrai. Non, et puis, ça dépend surtout des flux aussi. Hein. Comme on va basculer, comme tu dis, en flux de nord, mais forcément, températures vont rebaisser. J'ai une question intéressante. C'est toujours le même internaute, Hervé, qui me demande si Mistral et vent d'ouest, c'est pareil. Alors, le Mistral, donc qui s'écoule en vallée du Rhône, hein, forcément, c'est avec un effet Venturi, hein, dû au fait que la vallée du Rhône, c'est un goulot d'étranglement, donc le vent est orienté au nord. Après, une fois qu'il arrive en Méditerranée, effectivement, il a tendance à se transformer, notamment du côté de l'ouest des Bouches-du-Rhône et sur la côte varoise, en vent d'ouest à nord-ouest. Voilà, donc c'est la continuité du Mistral, quoi. Hein. Oui, c'est ça, parce que justement, en région marseillaise, certains appellent, alors, normalement, le Mistral souffle uniquement en vallée du Rhône, mais souvent, à Marseille, on parle forcément du Mistral. Et Mistral qui souffle plus, comme tu disais, plutôt direction ouest. Hein, voilà, parce que ça suit le trajet, on va dire. Exactement. Hein, voilà. C'est l'effet Venturi, comme tu l'as expliqué. Tout à fait. Donc, voilà. Mais non, c'est une question très intéressante. On remercie. Voilà, on remercie Hervé encore une fois. Voilà pour mercredi. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire. Oui, hein, voilà. Alors ensuite, jeudi, ça sera intéressant, parce que jeudi, on va quand même retrouver, temporairement, hein, mais des conditions anticycloniques sur la France. Hein. Bon, c'est difficile à ce stade-là de vous dire si vous aurez plus de soleil ou de nuages. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil va briller plus ou moins généreusement. Et par contre, ce dont on est plus sûr, c'est que les températures se seront même bien rafraîchies, hein, en moyenne l'après-midi de 11 degrés au nord et de 15 degrés au sud. Hein. Donc on voit que la baisse va se poursuivre. Alors après, pour la suite, vendredi, on va encore conserver ce temps sec. Par contre, il y a une dégradation pluvieuse qui va arriver près de la Manche. Et là, par contre, pour le coup, cette fois-ci, là, on aura ces régions-là devraient avoir droit à des pluies assez soutenues. Hein. Et alors là, par contre, je ne vais peut-être pas annoncer la bonne nouvelle pour la suite, mais cette perturbation et je dirais même la dépression qui lui est associée, vont gagner l'ensemble du pays au cours du prochain week-end. Donc du coup, nous aurons un droit à un vent assez agite, parfois du vent sur l'ensemble du pays, et même de la neige sur les massifs dès la moyenne montagne, et tout cela dans une atmosphère qui sera de nouveau assez fraîche. Donc moi, si j'ai un conseil que je peux vous donner ce soir, c'est profiter du week-end actuel, car le prochain week-end ne sera pas du tout du même tonneau. Hein. Parce que tu en penses, Fabien. Oui, alors après, il reste à finaliser à partir de vendredi un peu les modalités de cette dégradation, parce que forcément les modèles ne sont pas complètement calés, on voit différents scénarios, même si la dégradation elle est acquise, hein, a priori, avec éventuellement pas mal de pluie. Ce qu'on ne sait pas, c'est un peu la chronologie des perturbations, quoi, à partir de vendredi soir. La chronologie et puis un peu l'orientation aussi de ce système dépressionnaire qui va arriver.
parce que voilà, on a le modèle GFS ce soir est un peu différent de ce qu'il a fait, de ce qu'il avait sorti auparavant. Je parle du GFS déterministe, hein, avec une dépression avec une position un peu plus occidentale, alors que le CEP notamment continue plus ou moins sur la même tendance, avec un système dépressionnaire qui glisse davantage vers l'Allemagne notamment. Donc voilà, donc c'est après la dégradation là, hein, de toute manière on va la voir et je pense qu'on va pas y couper. Mais après par contre derrière on ne sait pas les modalités quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça qui est compliqué. Et je pense qu'aussi dans la semaine d'après, hein, donc, la semaine du 11 novembre, dans la continuité, hein, je pense que la semaine pourrait être pourrée, hein, je parle au conditionnel, assez fraîche et humide avec des températures plutôt basses pour la saison. Et je pense quand même, c'est un peu ce que je disais la dernière fois, je pense que ça pourrait se confirmer, des passages pluvieux qui se succéderont d'ailleurs tout au long de la semaine, mais qui devraient épargner quand même le plus souvent le littoral méditerranéen. Et Fabien, justement, tu pourrais expliquer pourquoi? De manière après, alors, la semaine prochaine, après, bon, le week-end déjà est pas cerné complètement en termes de chronologie, comme je viens de dire. Donc voilà, on estime que peut-être une ou deux perturbations entre samedi, dimanche, entre vendredi soir, samedi et dimanche pourraient être circulées, avec pas mal de pluie. Hein. Moi quand même, je pense qu'il pourrait pas mal pleuvoir ce week-end. Et avec de la neige quand même à moyenne altitude, hein, et de plus en plus basse altitude, même à 1000 mètres d'altitude, hein, je pense, sur les massifs ce week-end. 1000 mètres, peut-être éventuellement 800 mètres à l'arrière, parce qu'à l'arrière des perturbations, on pourrait avoir des ciels de traîne. Donc les ciels de traîne, c'est toujours une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, d'averses, éventuellement orageuses, et pourquoi pas gréligènes aussi, et peut-être de la neige à 800 mètres d'altitude sur les massifs. Et la semaine prochaine, après, forcément, on arrive dans la tendance à moyen terme, et là, c'est, comment dire, il y a des divergences, forcément. Hein. On a notamment le modèle... je suis en train de regarder différents modèles. On a effectivement certains modèles voient plutôt la continuité d'un flux nordique, on va dire, avec toujours des conditions assez dépressionnaires qui pourraient donc nous concerner, avec donc un défilé éventuellement de perturbations. Mais ça ne sera pas des perturbations dans un flux d'ouest, quoi. Hein. Ça peut être plutôt des perturbations dans un flux de nord, avec éventuellement de l'instabilité. Et donc ça, c'est dans le cas où on a vraiment un anticyclone qui reste très présent sur le proche Atlantique et remontant sur le Groenland. Hein. Par contre, on a le CEP, notamment ce soir, qui vient déjà ce matin, qui lui voit les choses un tout petit peu différemment. Il voit notamment début de semaine prochaine les hautes pressions s'effondrer sur l'Atlantique, avec donc une reprise de l'activité dépressionnaire du côté du nord Atlantique. Mais donc je dirais injectant à nouveau je dirais un flux de nord-ouest sur le pays, hein, un peu moins nord, hein, mais plus de nord-ouest, mais toujours maritime et avec toujours des perturbations. Mais on voit que sur CEP il manquerait pas grand chose aussi pour qu'il y ait une autre pulsion anticyclonique à nouveau sur l'Atlantique et pour qu'on ait un système dépressionnaire sur les îles britanniques. Donc globalement effectivement il y a là où on peut retrouver un peu la même trame sur tous les modèles, c'est une tendance perturbée pour la semaine prochaine, perturbée et assez fraîche, mais plutôt sous un flux maritime. Donc pour les hivernophiles qui attendent vraiment la neige en pleine, il va falloir encore attendre. Hein. Parce que en l'état actuel des choses, vu l'origine du flux, l'air froid sera bien présent en altitude, mais au sol, ça restera quand même relatif, ça sera frais, mais pas froid, quoi. Et donc, par contre, très intéressant dans ce cadre pour les massifs montagneux, hein, avec de la neige certainement en assez grande quantité, si ça se confirme, à partir de 1000 mètres. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai. Et en parlant des modèles, alors Alex nous dit que GFS, comme d'habitude, est à la rue. Par contre, il nous dit CEP est très bon et à surveiller, il nous dit, parce que très, très hivernal. On verra pour la suite. Mais c'est vrai qu'avant l'hiver, il y a quand même l'automne. Ouais. C'est dans la logique des choses. Mais il ne faut pas avoir l'hiver d'un coup. Concernant GFS, ce soir, c'est surtout son déterministe qui est isolé, hein, par rapport à la moyenne des scénarios. Et c'est le déterministe qui est isolé qui nous sort un scénario d'ailleurs, qui nous sort un peu un scénario un peu pas curieux parce qu'il nous sort plutôt une dépression qui s'isole en goutte froide près des côtes de la Manche. Et c'est un scénario qui paraît quand même minoritaire, où on voit que les conditions anticycloniques se développent à nouveau sur les îles britanniques, avec même limite un flux qui deviendrait un peu continental après. Mais c'est pas vraiment le scénario prédominant. Donc
Donc voilà, effectivement, le déterministe, un peu curieux ce soir. Moi, j'aurais plutôt tendance à suivre le CEP également. Mais bon, on ne sait jamais, hein, on verra bien. Oui, voilà. Bon, en tout cas, Alex est d'accord avec nous aussi. Et effectivement, il est d'accord aussi pour, même si c'est encore loin, mais voilà, on peut tabler pour une limite plus neige pour le week-end prochain, entre 800 et 1000 mètres. Ouais. Donc, voilà, Bah, 1000 mètres plutôt au sein de la perturbation. 800 mètres éventuellement derrière dans les ciels de traîne. Avec de l'air plus froid en altitude, avec un peu de convection, donc du coup, par effet d'isothermie, ça peut peut-être descendre même, peut-être même vers les Ardennes et tout, ça pourrait peut-être descendre plus bas encore, hein, notamment. Hein. Donc voilà. Mais voilà, on va voir les premières sensations un peu limite hivernale, pas complètement, mais pas loin, quoi. De toute façon, dans la logique des choses. Mais c'est vrai que les températures, elles seront quand même, vu qu'en plus là, on sera au mois de novembre, si on est un peu en dessous des normales, déjà qu'en novembre, les températures en moyenne, elles sont bien plus fraîches qu'en octobre, et bien là, une sensation vraiment assez fraîche. Hein. Ouais. Ouais. Surtout avec du vent aussi, hein, un vent qui sera normalement présent. Ça aussi. Et donc voilà, donc c'est un peu la tendance à moyen terme. Elle demande quand même, encore une fois, moi je cesse de le répéter, mais elle demande confirmation parce que là, c'est loin, il va falloir affiner tout cela. Surtout qu'après, on ne peut pas savoir si ça va perdurer ou si l'anticyclone. Mais on suppose qu'après, on suppose quand même qu'on va plutôt sur une période un peu plus perturbée. Je pense que là, les conditions anticycloniques. D'ici la mi-novembre. Après, on ne sait pas. Mais d'ici là, ça c'est vrai que ça semble prendre le chemin. Il y avait quelques balbutiements il y a quelques jours, et puis là. Alors j'ai Hervé qui a des questions à nous poser. Hervé, si tu as des questions, notamment qui ont attrait, je dirais, à la tendance qu'on vient de donner sur la semaine prochaine, notamment, n'hésite pas. Hein. Ou alors si c'est des questions sur la tendance saisonnière, ben on y vient, on arrive. On arrive, on voulait juste faire un peu l'état des lieux à court terme et à moyen terme, et puis là on va attaquer le vif du sujet, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste le temps alors en attendant... je vais juste retourner sur ce que j'avais fait pour Extrême Météo, parce que j'aime bien m'appuyer sur ce que j'ai fait. Ouais. Voilà, oui. Concernant les observations météo, alors Karine nous dit que dans les Ardennes, aujourd'hui, au plus chaud de la journée, il n'a fait que 13 degrés, hein, température maximale. Hein. Moi, c'est qu'aujourd'hui, j'étais en Seine-et-Marne, et pourtant il a fait beau, il a fait 15 ou 16 degrés. Alors plus au nord, il a fait même chez moi, dans l'Oise, 17 degrés. Hein, donc là, c'est assez un peu aléatoire. Mais quand même, on peut dire que pour une fin octobre, on a quand même des températures, alors, pas pour ceux qui sont sous la grisaille, comme tu l'as dit Fabien à Lyon, mais sinon on a quand même des températures assez douces. Et ça devrait être encore plus doux hein, demain, comme on vous l'a dit. Bon, voilà. Voilà pour les observations. Alors, je suis en train d'arriver. On va donc attaquer le vif du sujet. On avait donc commencé à parler de la tendance saisonnière vendredi soir avec des réflexions généralistes, on va dire, un petit peu, hein, entre nous, quoi, hein, en disant que... en répétant souvent un peu ce qu'on répète, c'est-à-dire qu'un hiver n'est pas obligatoirement linéaire de bout en bout. Déjà, première chose, ça on ne cesse de le répéter, mais on le répète encore ce soir, un hiver n'est pas obligatoirement linéaire. Par exemple, un hiver à composante double peut également, je dirais, comporter en son sein une période plus froide. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Et donc voilà, c'est ce genre de généralité, on va dire, mais des généralités qui sont plutôt bonnes à redire, parce que c'est vrai que au niveau du public, au niveau du grand public notamment, certains pensent que quand on annonce une tendance saisonnière, quand on dit par exemple un hiver doux, ça sera doux de bout en bout, quoi. Non, c'est pas ça. Non, pas forcément. Je rappelle quand même, ce qu'on a expliqué vendredi, l'hiver dernier, il y avait eu une semaine vers la mi-janvier où en Picardie, il n'avait pas dégelé toute la semaine, avec des moins 10 degrés le matin et à peine 0 degré l'après-midi. Donc là, on ne peut pas dire qu'il faisait particulièrement chaud. Donc voilà, on peut pas... Alors bon, en gros, pour résumer ce qu'on a dit vendredi, c'est que en fait, l'hiver devrait se passer à peu près plutôt en deux phases, en deux parties. Là, c'est ce soir, Fabien va... Sachant que vendredi, on a quand même... Alors, bien sûr, chacun a son avis. C'est-à-dire que la chose, c'est aussi bien de débattre. C'est-à-dire que Jesse, vendredi soir, a plutôt abondé, on va dire, dans le sens de Météo France, ce qui est tout à fait valable, quoi. Hein. Météo France, qui, eux, se sont pas trop mouillés, encore une fois, bien qu'ils ont quand même, encore une fois, et on le répète, et là, par contre, là-dessus, je suis complètement d'accord avec eux, où ils ont quand même quasiment exclu une période de douceur exceptionnelle
je dirais sur novembre-décembre, comme on a pu avoir l'année dernière, quoi. Là-dessus, je suis assez d'accord. Je suis même bien d'accord. Voilà. Statistiquement parlant, il y a très peu de chance, quoi. Bon, c'est sûr que, comme on l'a dit aussi, la Toussaint 2014 avait été extrêmement douce, Toussaint 2015 aussi, finalement. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de températures très douces, mais ça semble quand même peu probable parce que c'est déjà que c'était exceptionnel l'an dernier. Ça serait. Alors après, on est dans des configurations qui, bon, on va rentrer dans le détail, mais qui apparaissent quand même différentes. Alors j'ai une question encore d'Hervé, hein, mais qu'on remercie bien. Bon, a trait oui et non un peu avec la tendance saisonnière, mais bon, c'est toujours sur ces questions d'effet de compensation, on va dire. Hein. C'est le fait d'avoir subi une très longue période sèche, le climat ne va-t-il pas se rééquilibrer? Moi je suis assez ça c'est un vrai sujet, la théorie de la compensation. Moi je suis assez réservé sur cette théorie là. Moi je considère ça se compense d'une manière ou d'une autre, ça finit toujours par se compenser. Mais oui, ça finit par se compenser. Voilà. Là-dessus, après, moi, j'ai pas de dire absolument que ça va forcément se compenser. J'ai un peu du mal il n'y a pas de certitude, quoi. Je dirais, c'est difficile. Après, ça dépend tellement de paramètres, tellement de choses. Imaginons, par exemple, je ne sais pas. Par exemple, imaginons que cette année, on serait dans une année encore El Niño, par exemple. Alors, bon, là, El Niño, normalement, dure moins longtemps que ça. Ça voudrait dire que ça fait quand même quasiment plus de 2 ans qu'on sera en El Niño, quoi. Et ben, la fin d'année pourrait être pourrait avoir des modélisations très très douces, quoi. Donc là, du coup, on pourrait même pas parler de compensation à court terme, là. Alors que là, effectivement, la compensation à court terme, enfin court terme, je parle dans les prochains mois, elle peut éventuellement se faire par rapport à ce qu'on a eu ces derniers mois. Mais bon, voilà, moi, j'aime pas trop parler de théorie de compensation. Non, parce que bon, encore une fois, compensation, ça peut se compenser dans les mois à venir. Enfin, rééquilibrage, comme dit Hervé, hein, mais voilà, c'est pas. Ouais. Ça n'a pas été vraiment vérifié par le passé, en fait. Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Puis après, le climat, de toute manière, le climat n'est jamais linéaire. On peut avoir des périodes. On a quand même une période crescendo, je dirais, de réchauffement climatique, on va dire. Même s'il y en a eu une phase de plateau, notamment depuis 99, 98. On a eu une reprise du réchauffement climatique, notamment durant ces 2 dernières années, hein, sur 2014-2015, avec l'apport certainement d'El Niño. Cette année, on voit qu'on a aussi encore des températures moyennes globales à l'échelle planétaire qui sont élevées, même si on voit qu'on a une atténuation un petit peu sur ce dernier semestre-là, globalement, où on voit que les augmentations ont tendance à s'essouffler. Enfin, on est plutôt on semblerait plutôt partir vers peut-être une légère baisse, quoi, hein, mais bon, très légère, quoi, pour l'instant. Donc voilà, bon. Après, ça dépend de quel côté on se place, quoi. Ah ouais. Mais bon, voilà, encore une fois, ça prouve bien que le climat n'est pas totalement linéaire. Il n'est pas réglé, on n'a pas de... Ça peut varier. Le climat n'est pas linéaire, le climat n'est pas réglé. C'est comme ceux qui appellent, par exemple, le dérèglement climatique. Moi, personnellement, alors moi je suis pas climatologue, hein, personnellement je suis pas d'accord avec cette appellation. Terme, ouais. Parce que le climat, on se rend compte de tout temps, le climat n'a jamais été réglé. Donc, venir parler de dérèglement... Voilà, oh, ça c'est vaste sujet. Hein. Pareil, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. De toute façon, il y a certaines personnes dans certaines régions dans le monde qui seront contents du réchauffement climatique parce qu'il va y avoir plus de. Il fera un peu plus chaud, donc il y aura plus de culture, alors qu'il y a d'autres personnes, ça va moins les arranger parce qu'il fera trop chaud ou alors. Je veux dire, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même enseigne. Exactement. Ça fera des contents et des malheureux. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous donner la tendance saisonnière que j'ai réalisée moi pour Extrême Météo. Alors bien sûr, c'est une tendance saisonnière, donc une tendance saisonnière, il faut y prendre avec un maximum de recul. Donc moi je ne parle jamais de prévision saisonnière parce que voilà, donc on donne une tendance avec les grandes lignes, avec les grandes masses, éventuellement le placement un peu des centres d'action. On donne surtout
je dirais, les anomalies en termes de température, en termes de pluviométrie, en termes d'ensoleillement. On reste très général, hein. Bien sûr, on ne régionalise pas, on ne localise pas, notamment comme c'est dans le cadre national, hein, là, que je vous propose une tendance saisonnière. Et donc voilà, donc c'est ma tendance. Après, bien sûr, elle se discute, hein, elle se débat, on va dire. Ce soir, on aurait pu avoir normalement quelqu'un qui aurait pu venir débattre avec moi et avec nous, avec Jessie aussi, mais malheureusement qui n'est pas présent. Donc voilà, Alors, par contre, juste avant de commencer, je précise qu'il y a quand même pas mal de monde hein, ce soir sur le chat. Et c'est marrant parce que on va dire, les anciens d'RTM. Hein, ça nous fait plaisir. Hein, il y a aussi Alain de Bellux Météo qui nous a rejoint sur le chat. Et on salue aussi, tout comme Alexandre, hein, le chat blanc. Voilà. Alors Hervé qui nous dit, alors moi je rebondis quand même sur ce qu'il dit parce que Hervé il veut pousser un peu plus loin, il dit dérégler lui il parle de dérégler dans le sens des saisons. On peut nettement s'apercevoir que les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Ça encore, ça aussi, je trouve que c'est un vaste débat. Ça je trouve que c'est un raccourci un peu rapide personnellement. Encore une fois, c'est les idées reçues un peu honnêtement. Hein, je ne veux pas critiquer, mais c'est les idées reçues d'un peu de. Il y a des choses de vraies. Il y a des choses pas complètement fausses, mais enfin, tout est à nuancer. Moi, je trouve que c'est un peu raccourci. Alors, bien sûr, forcément, tout ça est à mettre en compte aussi dans le cadre de ce réchauffement climatique. Effectivement, après, on a des saisons effectivement qui peuvent être décalées un petit peu. On s'en rend compte aussi, hein, ça c'est clair. Mais de dire que les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est à nuancer, hein, franchement. Moi, je trouve que là, c'est un peu la discussion, on va dire, qu'on entend un peu du café du commerce, quoi. Vous m'excuserez, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais voilà. Oui. C'est très très à nuancer. Pas péjoratif, quoi. Hein, mais non, c'est pas péjoratif, pas du tout. Hein. Mais je comprends que les gens se posent des questions, c'est bien normal. Hein. Mais pour autant, j'avoue que voilà, quoi. Alors j'ai une autre. Bon, ce qui se passe, c'est que j'ai pas mal. Alors je sais pas s'il y a des questions sur le chat, mais moi j'en ai pas mal des questions. Donc, des questions et des observations, et c'est intéressant je dirais, de rebondir. Alors même si ça nous fait prendre un peu plus de temps sur l'émission, mais c'est très intéressant. Et voilà, nous on demande que ça, l'interactivité. Hein. Donc j'ai Annie que je salue là sur Extreme Métaux qui me dit: j'avais lu que novembre serait doux. C'est mal parti. Alors si le froid arrive, les grues passent par centaines ces jours-ci en tout cas. Voilà, ça aussi, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Novembre serait doux. Alors moi, personnellement, j'ai pas annoncé un novembre doux, réellement doux, et vous le verrez dans ce que je vais dire. D'ailleurs, même le mois dernier, je parlais pas d'un mois de novembre doux, donc voilà, on va y venir derrière. Hein. Alors, concernant le passage des grues, ça encore aussi, il y a également beaucoup d'idées reçues concernant, je dirais le ressenti des animaux à un moment donné, quoi. Hein. C'est-à-dire que les animaux réagissent davantage au temps présent, même si certains, c'est à nuancer là aussi. Hein. Les animaux réagissent davantage au temps présent qu'au temps à venir, quoi. Hein. Moi, oui, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, Alexandre Slovic qui était passé là mardi dernier sur RTM. Il nous avait reparlé aussi de l'affaire, je ne sais plus si c'était l'hiver dernier, où on avait dit tout de suite l'ours qui creuse sa tanière, ça veut dire tout de suite qu'on va avoir un hiver froid. Ben non, c'est tout simplement parce qu'il savait que quelques jours après, il y aurait des gelées. Voilà. Voilà, hein, donc c'est un voyant que nous. Voilà, ils ressentent bien sûr les changements de temps à un moment donné. Mais je dirais qu'ils réagissent davantage que ce qu'ils appréhendent, quoi, à moyen terme. Donc là-dessus, il n'y a pas réellement de. Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, honnêtement. Beaucoup d'idées reçues. Oui, c'est voilà, et donc Hervé qui rebondit, doit-on associer un comportement animal au climat? J'en doute. Non, mais voilà, les animaux ils sentent, hein, de toute manière, ça par contre c'est indéniable. Hein. Mais par contre, il y a un orage qui arrive. Oui. Quand il y a une tornade, par exemple, on a vu quand il y a des orages, quand il y a des événements météo à court terme, ils le ressentent. Mais à long terme, il n'y a pas c'est pas réellement démontré, quoi. Non, c'est vrai. Alors, pour revenir encore au modèle et
Alors, encore une fois, ça montre bien voilà, ce qu'on disait depuis le début de l'émission. Comme dit Alain, alors oui, le CEP est un délice en ce moment et le GFS toujours dans les choux comme d'habitude. En parlant encore une fois du déterministe, hein, comme on disait. Bon, après il faut voir dans les jours à venir. Le GFS c'est le déterministe ce soir qui est un petit peu qui est qui est un peu qui est pas du tout dans la moyenne de ces scénarios, enfin qui est complètement qui est isolé avec un placement d'une dépression un peu occidentale, une dépression qui devient vite goutte froide où c'est vrai que c'est pas mais bon, le GFS voilà, il sort de nombreux scénarios, il sort 4 fois par jour, donc forcément oui, et par moment il va nous sortir des scénarios un peu isolés, quoi. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, on privilégie le scénario CEP. On verra dans les jours à venir si ça se confirme vraiment. Voilà. Alors, j'ai fait une erreur, je suis ressorti de ma page. J'étais en train de faire d'autres choses, donc je suis désolé. Je vais retourner sur ma publication parce que alors, je fais la tendance saisonnière, mais j'apprends pas tout par cœur non plus, donc c'est pour éviter d'en oublier. Alors, je suis en train de vérifier si j'ai encore des questions avant de commencer. Donc j'ai Annie qui rebondit, qui me dit oui, mais là ça fait plusieurs jours qu'elle passe, donc elle parle des grues, hein. Oui, alors qu'il fait pourtant doux encore. Oui, mais bon, elle pressente certainement. Ça veut peut-être dire que oui. Elle pressente à court terme, elle pressente à court terme, donc c'est parce que le froid est pas si loin non plus. Elle pressente à court terme le refroidissement, quoi. Voilà, donc non, ça m'étonne pas. Hein, non, mais moi non plus. Puis de manière, après, on est le 30 octobre, c'est clairement aussi je dirais, plutôt plus ou moins les dates de passage hein, pour les migrations. Donc, non, il n'y a rien d'exceptionnel, je trouve pas. Voilà. Non, dans la logique des choses. Dans la logique des choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, sauf s'il y a des questions sur le chat, Jessie, je sais pas. Non, c'est bon. Ok. Bon, moi, je vais attaquer le vif du sujet. Je vais essayer d'argumenter un petit peu. Éventuellement à la pluie de cartes, comme je disais sur Extrême Météo, si ça marche, hein, parce que j'ai par moment des baisses de connexion, quand même, je vois. Hein, on m'indique que la connexion est faible par moment. Oui, on manque un peu de débit, mais bon, on fait avec. Hein. Bon, ça marche relativement pas mal ce soir, on va en profiter, en espérant que ça tienne. Voilà. Alors justement, on va parler, surtout toi Fabien, dans la logique des choses, chronologiquement. Pour revenir encore au mois d'octobre qui est quasiment fini, Alex nous dit que lui, il avait prévu pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, alors que tout le monde prévoyait un mois d'octobre plutôt dans la douceur, il avait prévu pour sa région à lui, un mois d'octobre sous les normes avec moins 1 degré en moyenne. Et c'est comme je l'ai dit aussi dans le pré-bilan vendredi, c'est pas le bilan définitif, mais en moyenne sur la France, c'est ce qui est prévu, ce qui normalement est prévu pour. C'est le cas, octobre, oui, non mais c'est clair. Hein. Alors moi je dois dire. Alex nous confirme le verdict de Météo France entre moins 1 et moins 2 degrés en France et donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Voilà. Complètement. Moi, octobre, je le voyais plus doux, hein, donc honnêtement, je me suis planté. Voilà, je le voyais plus doux. Donc ça ne veut pas dire, Fabien, que si tu t'es trompé au mois d'octobre, que tu vas te tromper sur les autres. Ah oui, non, mais de manière, après, c'est comme tout le monde, la tendance saisonnière, on n'a pas, qui peut se targuer d'avoir 100% de réussite. Et puis même, c'est pas, je dirais, c'est pas, on s'en fout, quoi. C'est le but, c'est de faire progresser ce domaine-là, c'est d'essayer d'étudier, comprendre, appréhender. Le but, c'est pas d'avoir raison ou tort. Moi, je m'en fous complètement. D'ailleurs, sur le mois d'octobre, je suis bien content d'avoir tort parce que ça nous sort au moins de cette période ininterrompue de mois très très doux, largement avec des anomalies de température assez largement au-dessus, quoi. Hein. Enfin, je pense surtout à août et encore plus septembre, quoi. Hein. Donc moi, je suis finalement très content de me tromper sur octobre et donc voilà. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que, de temps en temps, comme dit Alexandre d'Auvergne-Rhône-Alpes Info Météo, ils ont osé pour le mois d'octobre. Oui, ils ont pris un risque. Après, de manière, la tendance saisonnière, alors c'est clairement, c'est soit on en fait, soit on n'en fait pas. Si on n'accepte pas de prendre un petit peu de risque, c'est sûr qu'il vaut mieux pas en faire. Il vaut mieux s'en tenir à la tendance à moyen terme. Par contre, à partir du moment où on accepte de prendre des risques, alors des risques certainement calculés, parce que Alexandre comme d'autres, vous n'êtes pas Madame Irma, tout comme moi. Non, mais Alexandre précise que c'était très dur. Ça a pris plusieurs heures. Je veux bien le croire. Moi, c'est pareil. Des fois, on s'arrache les cheveux, puis des fois, tu sais pas à quoi mettre comme tendance. Tu te dis
t'hésites plusieurs fois, quoi. Puis tu te dis, enfin bon, voilà, c'est ça. Hein, ah mais voilà, et puis c'est comme dit Alex, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais c'est non, tout mais le travail est méritant. Hein, c'est bah, normal. c'est Hein. clair, hein, de manière, tout ce qui fait La avancer. persistance. Après, voilà, non, mais c'est bon. Après, c'est plutôt, non, mais c'est plutôt intéressant, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire un petit peu moi ce que je pense de tout cela, quoi. Alors donc je propose une tendance saisonnière donc pour les 4 prochains mois, hein, voilà. Alors la fiabilité en général n'excède pas les 60%. Hein. Après mois par mois, je dirais que la fiabilité même pour les prochains mois est même en dessous de ça parce que moi, j'avoue que j'ai pas mal galéré quand même pour faire cette tendance saisonnière. C'est pas comme l'année dernière. On va un peu transposer les 2 années. C'est-à-dire que cette année, c'est plus compliqué parce qu'on a des indices qui sont parfois, des fois, un petit peu en contradiction les uns des autres. On a des modèles saisonniers qui sont moins francs que l'année dernière à la même époque. L'année dernière, à la même époque, on était dans une situation vraiment assez tranchée. On était dans une situation El Niño où on avait des anticyclones subtropicaux imposants. On avait des modèles saisonniers et des indices qui étaient vraiment unanimes en faveur de la douceur et des modèles saisonniers des fois qui voyaient vraiment des anomalies de température positives importantes, quoi. Et donc ça c'était l'année dernière et l'année dernière je dis pas que la tendance saisonnière était facile, mais elle était beaucoup plus simple que cette année. Et là cette année pour cet hiver c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a énormément de nuances qui rentrent en ligne de compte, quoi. Voilà, donc ça déjà une première chose c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, quoi, pour vous dire que c'est pas aussi cette année, c'est pas aussi, je dis pas simple, mais c'est moins évident que l'année dernière. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Jessie, mais je pense que Oui, tu et me c'est ce rejoins qui aussi, rend un quoi. peu la prévision un peu plus excitante, Voilà. entre guillemets. Mm. Il peut y avoir des surprises, une belle Ouais. surprise cet hiver. Alors j'ai encore beaucoup d'observations sur Extrême Météo, mais ça parle plutôt de la nature et de la. Ouais, je suis un peu navré, mais si on rentre dans les sujets sur la nature, moi, ça peut être intéressant d'en parler, mais c'est vrai que Oui, il y aurait eu Manu, oui. ce soir, je voulais plutôt vous parler de tendance saisonnière. Alors en plus, j'ai des baisses de connexion. Donc là, on est en train de perdre la connexion. Mais bon, je peux pas malheureusement y faire grand chose. Donc voilà. Je suis navré, mais bon, ça dépend pas de moi. Ça revient là. Bon, ça devrait aller mieux. Alors j'espère qu'on va pas me perdre ce coup-ci. Au pire, de toute façon, si vraiment une baisse de connexion en même temps, si c'est chez toi aussi. Ah ouais, non, mais après, c'est le débit. Hein. On a des débits qui sont un peu. On ne pourrait pas faire la tendance tout seul. Hein. On a des débits qui sont fluctuants, quoi. Oui, oui. Alors, donc voilà, donc je continue maintenant, j'aborde le vif du sujet. Donc, bon, pour faire la tendance saisonnière, je rappelle aussi certains éléments. On s'appuie sur différents modèles saisonniers, donc notamment le modèle CFS, le modèle CEP, le modèle IRI. Il y a également éventuellement d'autres modèles aussi derrière. Les indices, ce qu'on appelle nous la QBO, hein, donc au niveau de la stratosphère. La MJO c'est l'oscillation de Madden-Julian, qui peut être intéressante mais pas pour tout l'hiver, mais pour déjà, notamment le mois de novembre, hein, déjà. Les SST, donc c'est tout ce qui est anomalie de température de surface des zones de mer, hein, très intéressant également. ENSO, donc ENSO c'est tout ce qui est lié à l'état El Niño ou l'état La Niña, tout simplement. Et également, on s'appuie aussi sur l'observation de la stratosphère, également, donc notamment en période hivernale, donc stratosphère, savoir un petit peu comment se configure ce que nous on appelle le vortex polaire, parce que vous avez le vortex polaire qui se situe au niveau de la stratosphère, hein, donc c'est largement, c'est à 10 000 mètres d'altitude notamment, hein, et vous avez, nous, ce qu'on appelle le vortex polaire troposphérique, hein, qui est intéressant, donc à l'étage en dessous bien sûr de la stratosphère, notamment qu'on observe notamment à 5500 mètres d'altitude. Voilà. Alors, un autre rappel aussi important pour éventuellement les passionnés qui nous suivent aussi, je le dis, c'est-à-dire que les indices qu'on appelle AO et NAO, donc l'AO c'est l'oscillation arctique et la NAO qui est l'oscillation nord-atlantique, ne servent pas à la prévision. Ce ne sont que les conséquences des modélisations GFS et GEFS. Donc voilà, ça je le dis, c'est-à-dire que quand on a par exemple un indice NAO négatif, cela reflète simplement le panel GEFS des différents scénarios et qui montre souvent une moyenne des scénarios où on a un anticyclone des hautes pressions très présentes du côté de l'Islande
et des basses pressions plus présentes du côté des Açores. Et inversement quand c'est en NAO+. Voilà, c'est simplement aussi pour donner un exemple. Ah oui, c'est très intéressant. Parce que... Alors on salue Mathieu Barbery de Météo 60 aussi, qui fait partie des passionnés de météo aussi. Ah bah oui. Salut Mathieu. Voilà, il y a l'oreille attentive aussi. Ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait... Bon, voilà déjà pour aborder le sujet. Alors, moi ce que je fais... Je t'en prie, vas-y. Non, je disais, c'est les bases, le fondement. C'est expliquer comment on fait la tendance saisonnière, c'est-à-dire sans rentrer dans les grands détails. C'est expliquer parce que bon après, il faut bien aussi faire comprendre au public que voilà, on a des éléments à disposition. On prend pas une boule de cristal et on dit pas ah bah tiens ce mois-ci va être plus chaud que la normale ou après l'autre va être plus froid. Enfin voilà. Je dirais expliquer un minimum quoi. Alors moi dans le cadre des tendances saisonnières, je fais toujours, parce que la tendance saisonnière c'est bien de sortir quelque chose pour novembre, décembre, janvier, février, mais il faut faire aussi un état des lieux actuel quoi. Parce que l'état des lieux actuel influence forcément la suite quoi. Hein. Et donc l'état des lieux actuel, moi je le fais à différents niveaux, sur différents points, sur notamment les indices notamment. Alors on va déjà parler de l'indice ENSO, donc ENSO qui tient compte de l'état je dirais des lieux au niveau El Niño, Niña, enfin voilà. Donc actuellement on est dans une période, on est dans une phase qu'on appelle Niña, alors Niña Modoki moi que j'appellerais. Alors je vais vous expliquer à l'appui de la carte là que je vais montrer notamment sur Extreme Météo pourquoi je l'appelle Modoki. Parce que Modoki c'est un refroidissement des eaux de surface au niveau du Pacifique, mais plutôt sur le centre Pacifique. Alors je vais vous montrer ça. Alors c'est dommage que tout le monde ne peut pas en profiter, mais je vais vous le montrer quand même. Oui, voilà. Alors voilà, donc là je vous montre une carte. Alors, je vous montre une carte. Donc vous voyez le Pacifique notamment. Vous voyez au niveau de l'équateur, vous voyez notamment en partant donc des taches bleues, donc qui reflètent des anomalies négatives des températures de surface. Anomalies négatives. Alors attendez, anomalies négatives que vous voyez quand même de plus en plus conséquentes, mais que vous voyez notamment vraiment importantes, notamment du côté du centre du Pacifique. Alors que vous allez normalement vers l'est de l'est du Pacifique en arrivant sur l'Amérique du Sud, et vous voyez que c'est déjà un peu moins imposant. Et donc ça reflète exactement ce que je disais, c'est-à-dire une Niña Modoki. Hein. Alors, je vais basculer sur moi. Voilà, donc il y a un petit peu de manipulation, je m'excuse. C'est tout du direct, hein, c'est pas de l'enregistrement. Non. Et donc la Niña Modoki se reflète aussi donc avec ce refroidissement des eaux de surface, surtout sur le centre Pacifique. Et on voit qu'actuellement, notamment sur début octobre, on a eu un renforcement de ce qu'on appelle des alizés d'Est, donc qui permettent justement à ces températures, à ces eaux de surface, à ces eaux plus froides de remonter et d'envahir la surface, quoi. Hein, voilà. Alors, dans les prochains mois, on a également, comme les autres modèles, on a des modélisations. On a des modélisations qui arrivent un petit peu de différents organismes. Et les modélisations sont un peu partagées. Certaines nous orientent plutôt vers une légère Niña. Hein, ça peut être probable. Alors, je n'ai pas regardé le pourcentage exact. Mais on a éventuellement aussi la probabilité de voir aussi nada, c'est-à-dire une phase neutre, hein, sans grande amplitude. Voilà. Donc là-dessus, on n'a pas quelque chose de très très tranché, quoi. Et donc je dirais que ça n'a pas une influence a priori radicale sur le temps en Europe, quoi. Voilà. Déjà que El Niño, ça reste à démontrer, mais alors dans ces cas-là, quand c'est sur quelque chose avec une assez faible amplitude, ça l'est encore plus, quoi. Voilà, disons que pour connaître, on va dire, l'épisode de la Niña de faible intensité, la probabilité est proche de 60%. Hein. Donc, voilà. Ouais, voilà, bon, ok. Et bon, l'éventualité de connaître une phase neutre, elle reste assez probable aussi, hein, de l'ordre de 45%. Ouais, c'était ça, ouais, d'accord. Tu as repris les chiffres de Météo France, c'est vrai que je les avais pas. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et c'est à peu près ça. Ouais. Quand on regarde les modélisations, moi j'avais regardé des graphiques, notamment sur le modèle australien BOEM, c'était à peu près ça, quoi. Et donc voilà. Alors, ceci près que je vais quand même nuancer. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Mathieu, qui est sur
sur le chat pourrait témoigner. Je sais pas parce que comme il a fait un court passage, il y est peut-être plus. Ah, il n'y est plus. Bon, bah c'est pas grave. On est quand même, on n'a pas des œillères, c'est-à-dire que moi je regarde les études un peu qui sont faites à droite à gauche, je regarde les statistiques, je regarde quand même d'autres personnes éminentes dans le domaine qui s'expriment et tout m'intéresse moi personnellement. Et il y a une chose qui ressort au niveau des statistiques, c'est que les périodes de ce qu'on appelle Ninya Modoki que l'on connaît actuellement peuvent statistiquement font apparaître de temps en temps des hivers en deux parties justement. Une première partie d'hiver plutôt fraîche, avec des blocages anticycloniques atlantiques ou des blocages anticycloniques près du Groenland, avec donc des flux plutôt nordiques sur l'Europe, et une deuxième partie plus douce, avec un flux zonal plus installé. Donc voilà, c'est ce qui ressort un petit peu de ces phases de Ninya Modoki. Alors après, il y a d'autres paramètres qui interviennent, dont on va aborder le vif du sujet, hein. Mais il y a notamment une personne sur Infoclimat qui a fait une étude très sérieuse là-dessus. Et c'est à prendre en compte, c'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé. Et effectivement, il y a des statistiques qui font ressortir ça. Voilà. Et c'est un peu dans la logique des choses, dans les tendances que tu vas présenter. Voilà. Alors après, on a un autre indice qu'on appelle la QBO. Alors la QBO, donc c'est ce que l'on mesure au niveau de la stratosphère. Et donc là, je vous invite d'ailleurs à aller voir c'est un peu compliqué. Alors par contre, je voulais ressortir une carte que je n'ai plus. C'est tout du direct, hein, je suis désolé. Donc, un truc avec toi qui est moins technique. Ouais, alors en plus, je fais tout en direct, donc c'est un peu compliqué. Je voulais juste ressortir un graphique. Hein. Donc la QBO, nous, c'est ce qu'on appelle l'oscillation quasi biennale. Hein. Et donc c'est la direction des vents, notamment dans la stratosphère. Hein. C'est bien au niveau de la stratosphère, mais la stratosphère équatoriale. Hein. Voilà. Donc, et là-dessus, ça a des influences assez importantes, je dirais, sur les hivers à venir. Et actuellement, alors, on oscille soit des périodes, on est dans des phases qu'on appelle positives, donc des QBO+, ce qu'on appelle avec plutôt vent d'ouest, et par moments, on est dans des QBO négatives avec plutôt un vent d'est, hein, à ce niveau-là. Et actuellement, cette année, c'est un peu compliqué parce que il s'est passé des choses un peu curieuses qui se sont rarement passées. On était parti sur une QBO, la fin d'année dernière, on était sur une QBO positive avant de glisser plutôt vers du négatif. Et puis, il y a eu un peu un no man's land, on va appeler ça un peu comme ça en début d'année, avec une phase qui a été visiblement avortée. Hein. La phase négative a avorté. Et on est reparti plutôt d'ores et déjà dans une phase positive, mais pas vraiment tranchée. Et donc là-dessus, donc moi je le dis comme je le dis dans la tendance saisonnière, le comportement de la stratosphère est quelque peu curieux, je dirais actuellement, par rapport à une soi-disant phase positive. Voilà. Donc j'ai du mal à en tirer des conclusions, j'avoue. Donc là-dessus, je sais pas si tu as suivi un peu ça, Jessie, ou pas trop. Brièvement, hein, mais pas dans le détail. C'est difficile, j'ai du mal à tirer des conclusions là-dessus. Alors moi, la seule chose que j'ai retiré, c'est compliqué. Je vais pas trop aller dans le détail parce que ça va vite barber un peu les auditeurs, les auditrices, et puis voilà. Donc c'est très compliqué. La seule chose que je peux dire, c'est que quand la QBO est positive, hein, au niveau de la stratosphère, allié plutôt à une activité solaire basse comme actuellement, l'activité solaire est relativement basse et est prévue quand même descendre jusqu'en 2022. Et surtout si c'est allié plutôt comme à une Ninya Modoki actuellement, ça favorise a priori plutôt des hivers un peu plutôt doux en Europe. Voilà. Bon, c'est un peu le petit détail que je peux donner, quoi. Voilà. Voilà un petit peu là-dessus. Alors après, je vais revenir sur d'autres considérations qui sont déjà plus faciles à cerner. Donc c'est sur le comportement des vortex polaires. Donc comme je vous expliquais, on a le vortex polaire stratosphérique et on a le vortex polaire troposphérique. Et il se trouve que les deux vortex polaires, superposés l'un à l'autre, sont actuellement très chahutés par des afflux de chaleur constants. Alors quand moi je parle d'afflux de chaleur, c'est notamment dans la troposphère, c'est-à-dire quand vous avez
quand vous avez, par exemple, au niveau de l'Atlantique, au niveau de l'anticyclone des Açores, on l'expliquait tout à l'heure, quand vous avez une pulsion anticyclonique, une pulsion chaude qui part des Açores jusqu'au Groenland. Voilà. Et donc, ces pulsions, ben, elles chahutent, elles déconcentrent et elles dispersent le vortex. Et elles l'empêchent de se concentrer. Voilà. Et de se concentrer et de se renforcer. Donc voilà, donc nous c'est ce qu'on appelle des afflux de chaleur constants, et ces afflux de chaleur ont tendance actuellement d'ailleurs à se diffuser suivant les strates de la troposphère à la stratosphère. Et d'ailleurs après on ne peut pas exclure d'ailleurs une restitution ensuite de la stratosphère à la troposphère. Alors j'aimerais bien vous le montrer à l'appui de cartes. Je vais vous montrer parce que c'est intéressant. Donc ça prend un peu de temps, je suis désolé, c'est du direct. J'improvise tout, je ne prépare rien, ou quasiment rien. Ah oui, c'est bien de le préciser. Voilà, enfin, là quand même, ma tendance, je dirais que je la reprends quand même de ce que j'ai écrit quand même, parce que je ne vais pas l'inventer. Voilà. Alors je vais vous montrer déjà la base. Voilà. Alors je vais faire mieux. Là vous avez une carte du globe, enfin une modélisation du globe CEP, donc du modèle CEP, mais plutôt à l'échelle de l'hémisphère nord. Là, donc ça reflète la stratosphère à l'altitude de 100 hectopascales. Et là, on voit d'ailleurs, et là vous voyez des taches assez, un peu, pas jaunâtres quoi, un peu bleu clair, un peu, voilà, bleu clair, bleu, qui montrent, et elles sont quand même assez étendues, qui montrent justement ce qu'on appelle un vortex stratosphérique polaire déconcentré et pas très actif, quoi. Si on avait un vortex polaire stratosphérique très concentré et très actif, on aurait une tendance, vous voyez, on a les températures là, on a du moins 50, moins 55, moins 60, on aurait tendance à descendre beaucoup plus bas en température et sur des surfaces beaucoup plus étendues, c'est-à-dire on serait peut-être jusqu'à facilement moins 60, moins 65, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a des secteurs, notamment du côté du Pacifique par exemple, où on modélise vers le 8 novembre notamment. Là j'ai pris la modélisation la plus longue à 240 heures, où on voit que on a des afflux de chaleur continus à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, ça c'est au niveau de la troposphère, de la stratosphère. Et là je vais vous montrer au niveau de la troposphère. Donc je vous demande de patienter un instant. Je vais sur le site Météo Ciel. Je passe donc sur une vue, et alors vous voyez une vue hémisphérique actuelle, donc donc c'est l'hémisphère nord. Et là vous voyez donc le vortex polaire qui est complètement éclaté. Vous avez une partie très active du côté du Pacifique, avec donc un courant de jets au niveau du Pacifique très bien installé, et on a une petite partie qui vient se caler vers l'Alaska, mais qui est beaucoup moins active. Et là vous voyez des couleurs vertes, donc ça reflète sur la modélisation donc de Météo Ciel, sur le modèle GFS, ce qu'on appelle nous des pulsions douces, des pulsions chaudes qui partent des latitudes moyennes et qui remontent vers les hautes latitudes, et avec des afflux de chaleur, des afflux donc assez constants. Et d'ailleurs, on voit d'ores et déjà aussi, notamment sur l'Atlantique, que ça commence à prendre forme aussi, quoi. Donc ça, c'est la modélisation d'aujourd'hui, et vous verrez que si je pars voilà, si je regarde samedi prochain, par exemple vendredi prochain, on voit que là ici du côté du Groenland, on a à nouveau donc l'ébauche de ce qu'on appelle nous du blocage anticyclonique. Voilà. Et donc là, on a toujours un vortex toujours assez dispersé. On a des couleurs aussi bleu clair là qui montrent aussi qu'on a des hautes pressions plutôt vers le pôle également. Voilà. Même si ça a tendance à se concentrer un petit peu plus quand même, mais on voit que le vortex polaire quand même souffre. Voilà. Donc c'était pour expliquer un peu le comportement du vortex polaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, c'est un peu technique, je vais peut-être essayer d'aller avancer un peu plus vite. Non, tu peux continuer. Voilà, alors maintenant on va attaquer peut-être des choses un peu plus faciles à expliquer, je dirais. Moi dans l'état de lieu, je revenais sur un mois de septembre notamment qui avait été exceptionnellement chaud. Et je disais que le mois d'octobre est régi pour l'instant par un régime de blocage anticyclonique constant, notamment près de la Scandinavie. C'est ce qu'on expliquait il y a 2 jours en termes de climatologie, notamment. Et que
on s'orientait, qu'on semble s'orienter donc à nouveau donc vers des blocages anticycloniques, notamment du côté de l'Atlantique et notamment du Groenland. Et c'est ce qu'on expliquait notamment dans la tendance à moyen terme, avec éventuellement une dégradation le week-end prochain. Enfin, même pas éventuellement, sur une dégradation avec des flux nordiques, quoi. Hein. Et qu'on s'oriente plutôt vers un régime de NAO-, également, a priori. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et moi, j'expliquais d'ailleurs dans cette tendance que une NAO+, c'est-à-dire NAO+, c'est quand on a des basses pressions bien concentrées au niveau du Groenland et de l'Islande et des hautes pressions plutôt vers les Açores et sur le sud. Moi, j'ai dit que ce système-là, a priori, paraissait à exclure d'ici le 10-15 novembre. Voilà, donc c'est ce qui se confirme un peu sur les modèles. Alors, autre indice qui sert un petit peu à la prévision, on va dire, mais plutôt à la tendance pour le mois de novembre, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'oscillation de Madden-Julian. Alors, l'oscillation de Madden-Julian, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais vous montrer aussi éventuellement quelques cartes. Je suis en train de ressortir ce qu'il faut. Donc, c'est des phénomènes, l'oscillation de Madden-Julian, c'est des phénomènes de forte précipitation qui se passent le long de l'équateur avec des précipitations à caractère convectif au niveau de l'équateur qui peuvent se situer plutôt vers l'est du Pacifique, plutôt vers l'ouest du Pacifique ou sur le centre du Pacifique. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le temps que ça peut avoir chez nous? Tout simplement parce que ça déclenche derrière, je dirais, un processus de diffusion d'ondes. Nous on appelle ça, on a les ondes notamment les ondes de Kelvin notamment qui se diffusent à travers l'Atlantique et qui influencent notamment après le placement des centres d'action avec éventuellement la formation de blocages anticycloniques notamment voilà. Et donc ces ondes atmosphériques entrent en interaction avec le courant de jet qui circule. Voilà, donc c'est un peu compliqué à expliquer aussi, là je ne veux pas passer trop de temps. Au niveau de la MJO, au niveau d'oscillation de Madden-Julian, on a 8 phases qui sont dénombrées. On a des phases qui sont qui sont plus propices à des situations de NAO-. Donc ça veut dire NAO-, ça veut dire ce qu'on va un peu avoir, c'est-à-dire plutôt des blocages au niveau anticyclonique, au niveau du Groenland, de l'Islande et des descentes éventuellement froides sur l'Europe. Et on a des situations de MJO qui donnent plutôt, qui vont plutôt vers la NAO+, avec plutôt un courant d'ouest perturbé, quoi. Actuellement, il faut savoir qu'au niveau de la MJO, on est en phase 8, et la phase 8 a plutôt tendance à favoriser 10 à 11 jours après environ l'émergence d'un régime NAO-. Donc ça corrobore, Jessie, la tendance actuelle vers ce temps où on a des blocages anticycloniques sur l'Atlantique et sur le Groenland. Donc c'est quand même intéressant à prendre en compte, quoi. Ah bah oui, c'est bien de faire le parallèle. Donc cet indice corrobore, si tu veux, et si vous voulez, la tendance vers laquelle on va, quoi. Voilà. Oui, donc c'est d'autant plus intéressant, hein, c'est même rassurant. Rassurant, c'est-à-dire que voilà, c'est intéressant. Imaginons on aurait été en phase 3 ou en phase 4. La phase 3, la phase 4 favorise plutôt une NAO+. Alors là, par contre, effectivement, en comparaison, par exemple, avec les modélisations qu'on a actuellement, on aurait plus de doutes, on se poserait plus de questions. Après attention, c'est un indice. Et c'est un indice, ça marche pas à tous les coups, quoi. Hein. Attention, on s'est rendu compte d'une certaine cohérence en termes de résultats, mais ça ne marche pas à tous les coups. Voilà. C'est donc ça peut pas, on peut pas, c'est pas du 100% non plus. Voilà ce qu'on peut dire. Alors dernière chose que je vais expliquer un petit peu en termes d'indices, c'est aussi les SST, c'est-à-dire c'est les anomalies de température de surface des eaux de mer. Donc on voit toujours une anomalie froide au sud du Groenland. Hein, donc qui continue à être présente malgré des conditions anticycloniques un peu plus dominantes dans le secteur. Par contre, on voit qu'on connaît une surchauffe généralisée des eaux environnantes à notre pays. Hein. Voilà, donc ça c'est plutôt, je dirais, au niveau des observations. Hein. Et on a aussi à noter aussi une grosse anomalie chaude sur l'ouest de l'Atlantique qui a favorisé certainement un peu aussi la longue durée de vie de certains cyclones tropicaux, hein, comme Matthew et Nicole, hein, dont on se souvient, quoi.
Voilà. Alors après, on a d'autres curiosités, mais qui sont là. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que c'est pas facile parce qu'il y a des choses très curieuses au niveau du climat actuellement et au niveau des indices, au niveau du comportement de différentes choses. C'est que normalement, on est plutôt dans une situation, on l'a dit, Niña, hein, plutôt Niña, même si elle est Modoki, mais enfin peu importe. C'est plutôt Niña. Et Niña normalement favorise ce qu'on appelle une PNA, c'est au niveau du Pacifique. Hein. Une PNA moins, et ben finalement on a une PNA plus. Donc vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que la PNA? Alors la PNA, bon même si elle n'influence pas directement notre pays, c'est l'indice, c'est un peu le pendant de la NAO quoi. Hein. Mais c'est au niveau du Pacifique, hein, c'est-à-dire c'est l'oscillation nord-pacifique. Voilà. Et donc voilà. Et donc, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que vous allez me dire quel est le rapport avec nous. C'est juste que je vous ferai ressortir qu'il y a des choses curieuses parce que on est en ENSO-, donc en Niña, mais par contre actuellement on a une PNA+, avec une dépression sur le Nord-Pacifique qui est inhabituellement active, quoi. Et c'est un peu curieux parce qu'on se retrouve avec un déphasage, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il se passe des choses au niveau climat qui sont un petit peu curieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire, tout simplement. Voilà, après maintenant je vais avancer assez vite. Je vais pas revenir sur le mois d'octobre. J'avais fait quelques observations sur le mois d'octobre, mais on en a parlé l'autre soir, donc je vais passer maintenant au vif du sujet, enfin ce que vous attendez, je pense tous. Je vais rentrer dans le détail pour la prévision la tendance des prochains mois. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Non, pas particulièrement. Non. Bah, après, j'ai quelques questions en interne, mais c'est vraiment personnel, on va dire, dans le sens où est-ce qu'il va y avoir de la neige, par exemple, dans mon département non, mais ça, voilà, ça c'est pareil. Voilà. Alors encore une fois, avant d'aborder la tendance des prochains mois, on peut pas, on donne une tendance saisonnière. Alors une tendance saisonnière, comme on disait avec Jesse, c'est les grandes masses. On donne les grandes masses, les grands centres d'action. On donne surtout les anomalies de température, de pluviométrie et d'ensoleillement à l'échelle nationale. On n'est pas capable de régionaliser ou de localiser. C'est le propre de la tendance saisonnière. Voilà, c'est déjà qu'à une semaine ou 10 jours, c'est difficile de localiser. Mais là, vous imaginez un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, c'est possible. Donc voilà, donc je dirais que c'est pas le but. Et puis d'ailleurs, ça serait mensonger de dire ah bah dans un mois où il risque de neiger dans dans le sud-est ou voilà, je ne sais où quoi. Donc bon. Prendre des risques non plus inutiles. Et la neige pour l'instant, déjà on n'est que le 30 octobre, donc c'est un peu prématuré. En pleine, on l'expliquait dans l'immédiat, ça me semble difficile, même lors de la prochaine dégradation. Oui, même dans les 10 prochains jours. En pleine, à basse altitude, pourquoi pas, hein, peut-être à 500-600 mètres, oui. Hein, peut-être même 400 mètres vers les Ardennes, dans des coins comme ça, ouais, c'est clair, mais en pleine, ça me semble très compliqué, hein, franchement. Voilà. Et t'as d'autres questions aussi? Non, c'est bon. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Alors, je vais commencer par novembre. Moi, je vais vous dire vraiment comme je l'ai écrit, quoi. Hein. Les hautes pressions sur la lancée d'octobre continueraient à être omniprésentes aux hautes latitudes, notamment entre Groenland, Islande et l'île britannique. Donc cela nous soumettrait à des flux nordiques en alternance avec éventuellement des flux de sud à sud-ouest en raison de dépressions qui seraient forcées de plonger vers la péninsule ibérique et la Méditerranée. Donc des épisodes méditerranéens et ou séminoles seraient encore à craindre, possiblement. Bon, des périodes anticycloniques, des périodes plus anticycloniques seront possibles également aussi. Hein. Alors moi, voilà un petit peu voilà, je vous ai ébauché quand même un peu le placement des centres d'action, un peu comment je vois les choses, ce qui colle pas mal avec la situation à venir, quoi. Hein. Donc voilà, et moi je la verrais bien perdurer quand même une bonne partie du mois de novembre. Après. Alors oui, une question, mais tu vas en parler justement au niveau des températures. On parlait un peu déjà en recoupant avec la tendance à moyen terme. On voit que pour on va dire la première partie de novembre, hein, c'est parti en moyenne, c'est bien parti pour avoir de la fraîcheur. Voilà. Est-ce que ça pourrait durer pour la seconde quinzaine de novembre? C'est loin la seconde quinzaine de novembre. Après, moi je donne une tendance saisonnière, c'est-à-dire
Et pour moi, je peux même pas, enfin, je peux pas dire, enfin déjà, d'ores et déjà, ce soir, on peut pas vous dire, la deuxième quinzaine sera plus douce, plus froide, plus, en moyenne, on lisse un peu, si vous voulez. La tendance saisonnière, c'est le propre aussi. Sur chaque mois, on donne un lissage, hein, si vous voulez. Et dans un mois, c'est comme dans un hiver, par exemple, dans un mois, ou c'est comme dans une saison, dans un mois, on peut avoir, par exemple, 3 semaines douces et une semaine plus froide. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui. Un autre exemple, on va revenir au mois d'octobre, où la moyenne des températures devrait être déficitaire d'1 voire 2 degrés. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il fait frais. Au contraire, on a des températures douces pour finir le mois. Donc, ça prouve bien que ça ne veut rien dire. Voilà. Voilà. Alors, comme dit Alain, ne pas suivre la tendance du GFS, c'est le flop assuré. Donc, mais là, mais voilà. Après, on va revenir au. Alors au niveau température, j'ai indiqué des températures plus ou moins normales. Moi je mets une fourchette. Hein. Moi j'ai mis de moins 0,2 à plus 0,3. Donc c'est vraiment la normalité, quoi. Hein. Alors c'est mon ressenti, c'est moi. Hein. Je veux dire, voilà, je peux peut-être me tromper, évidemment. Hein. Et donc peut-être ça sera moins que ça, ou voilà. Éventuellement, début novembre, on va peut-être commencer avec un déficit certainement plus important. On verra. Peut-être qu'il y aura une période plus douce après en deuxième partie de novembre pour compenser ça. Je ne sais pas. Donc voilà. Moi je passe sur des températures normales, de moins 0,2 à plus 0,3. Je ne crois pas du tout en la douceur en continu, ça c'est clair. Je ne vois pas d'anomalie de plus 1 ou plus 2 degrés. Hein, non, ça j'y crois pas du tout. Des températures encore plus déficitaires que je donne. Je peux me tromper, comme je dis. Hein, pourquoi pas? Voilà, moi je pense qu'il y a plus de chances que ce soit éventuellement en dessous de ce que je donne que en dessus. C'est mon avis. Voilà. C'est à voir. Oui, je suis d'accord avec toi. Notamment au vu des différents éléments qu'on a vus, l'état des lieux, la stratosphère, la troposphère, la tendance au blocage anticyclonique, voilà. Alors je réponds à une question qui vient d'arriver là, où donc j'ai Valo que je salue là sur Extrême Météo qui me demande risque de tempête pour novembre. Ça me semble pas, non, je pense pas. Franchement, je pense pas. S'il y a la persistance de blocage anticyclonique sur le proche Atlantique entre le Groenland, l'Islande, et qu'on est plutôt dans des flux nordiques, ou éventuellement en flux de sud-ouest, éventuellement par la péninsule ibérique, avec des dépressions qui sont obligées de plonger sur la péninsule ibérique à cause des hautes pressions, moi je vois plutôt... non, je vois pas de tempête, hein, pas dans ces conditions. Voilà. Donc c'est pour répondre à la question de Valo, quoi. Alors, concernant les précipitations, moi je les vois plutôt déficitaires, en général. Je pense qu'on va encore continuer sur une tendance un peu sèche. Bien que on ait visiblement la semaine, pas cette semaine, la semaine d'après, on pourrait avoir plus d'humidité. Alors, précipitations déficitaires, sauf près de la Méditerranée, où moi je les vois encore excédentaires, parce que moi, ce qui ressort aussi sur certains modèles, notamment le modèle CEP, il voit quand même la possibilité de nouveaux épisodes méditerranéens ou Semnol, quoi. Hein. Voilà. Le risque que tu représentes. Et l'ensoleillement, alors l'ensoleillement plus ou moins normal, quoi. Normal à déficitaire, on va dire. Voilà, il n'y aura pas énormément de soleil, mais bon, quand il y en aura, bon, on pourrait avoir quand même des périodes un peu plus anticycloniques. Moi, je vois pas durant tout le mois la continue non-stop des pressions ou des perturbations. Je pense qu'on peut avoir des pauses anticycloniques durant ce mois. Voilà ce que je peux dire sur novembre. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Non, je suis d'accord avec toi. On verra bien. Voilà, on verra bien. On verra rapidement, d'autant qu'on est le 30 octobre. C'est demain, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que l'émission, on a un peu tardé à la faire. Moi, la tendance saisonnière, je l'ai refaite, pour vous dire, je l'avais refait le 24 octobre. Bon, c'est il y a 6 jours, quoi. Donc, j'ai un peu de retard ce mois-ci, à cause de pas mal d'impondérables. Mais voilà, quoi. Alors, concernant décembre. Alors, décembre, moi, je pense que ce mois pourrait s'avérer assez hivernal, notamment dans le nord et l'est, en raison d'un système dépressionnaire sur la Scandinavie, pouvant descendre jusqu'en Europe centrale. Et donc, moi, je parle de giboulées neigeuses, éventuellement possibles à très basse altitude. Pourquoi pas en plaine. À l'ouest et au sud, plutôt des conditions anticycloniques prédominantes, avec la proximité de l'anticyclone des Açores.
Éventuellement un peu une situation encore une fois similaire un peu à novembre avec des hautes pressions près des Açores, mais pouvant remonter également plus haut, hein, notamment en direction de l'Islande et du Groenland. Hein. Alors moi je parle encore qu'on ne peut pas exclure quelques épisodes pluvieux près de la Méditerranée également, mais bon, peut-être à degré moindre quand même que le risque qui apparaît sur le mois de novembre. Hein. Alors voilà, bon, alors moi en termes de température, je vois des températures plutôt déficitaires sur décembre. Mais bon, très légèrement déficitaire. Hein. Moi, j'ai donné une fourchette de moins 0,5 à 0 degré. Voilà. Des précipitations, pour le coup, plutôt excédentaires sur décembre. Moi, je vois pas mal éventuellement de perturbations possibles, hein, même dans des flux nordiques quand même. Précipitations excédentaires, ensoleillement déficitaire. Voilà pour décembre. Alors j'ai Valo qui me demande risque de conflit de masse d'air pour décembre. Bah, dans le cas de ma tendance, je dirais oui, c'est possible. Ouais, très possible. Donc possiblement avec de la neige, ouais, effectivement. Bon voilà, mais bon, encore une fois, on reste dans la tendance saisonnière. Vous dire quand, comment, voilà, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie? Oui, bah, en fait, je me rappelle le mois dernier, tu avais à peu près dit la même chose. Ah bah ouais, j'ai pas trop changé ma prévision. Hein. Je suis assez constant. Donc ça explique. Tu n'es pas le seul à parler d'un mois de décembre plutôt frais. Ouais, bah ouais, parce que ça. Ouais, non, hein. Alors, encore une fois, la curiosité, elle est la suivante sur décembre. C'est que si on regarde la majorité des modèles saisonniers, on a plutôt une tendance douce sur décembre, qui est en contradiction avec ce que je viens d'annoncer. Et donc, ça peut faire poser question. Si, par exemple, je ne suivais que les modèles saisonniers, je n'annoncerais pas le mois de décembre que j'annonce. Ce qui me fait dire ça, c'est plutôt les indices. Alors attention, je fais pas ma prévision, je fais pas ma tendance, pardon, qu'avec les indices. Je regarde à la fois les indices et à la fois les modèles saisonniers. Ce qui me fait dire ça, c'est que je pense qu'on peut avoir un vortex polaire durablement chahuté également sur décembre, avec éventuellement aussi d'autres indices qui peuvent être favorables. C'est pour ça que j'ai basculé décembre plutôt sur du déficitaire, mais pas sur un énorme déficit. Hein. De manière, avec des températures déficitaires de moins 0,5 à 0 degré, je dirais, dans le mois de décembre, on peut avoir des épisodes neigeux, hein, c'est largement suffisant. Quoi. On n'a pas besoin d'avoir moins de 3 degrés de déficit, quoi, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà. Moi, c'est mon. Alors, bon, je parle pas dans le nord et l'est où vous allez, ça sera assez agité, mais pour ce qui est l'ouest ou le sud, si vous comptez avoir beaucoup de pluie, ce ne sera pas vraiment pour. Hors zone méditerranéenne éventuellement, mais sinon, ça ne sera pas vraiment pour la fin de l'année. Hein. Ouais, parce que moi je pense que la sécheresse pourrait perdurer un peu dans l'ouest, hein, parce que c'est vrai que l'ouest paraît quand même défavorisé avec la présence, je dirais, en termes de précipitation, avec la présence quand même à proximité de l'anticyclone, des hautes pressions. Donc ça c'est un peu ce qui ressort aussi sur les différents modèles. Alors je réponds aux questions, les questions elles viennent un peu comme ça. Alors j'ai des internautes qui nous rejoignent que seulement maintenant, donc voilà c'est bon, bah, c'est comme ça, mais je vais quand même y répondre. Je vais quand même y répondre. J'ai Ludo qui me demande que je salue, qui me demande tendance fraîche à froide pour la première quinzaine de novembre, d'après les modèles, surtout sur le nord-est. Vous confirmez? Oui, je confirme. Ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit sur novembre. C'est ce qui transparaît et je dirais même sur la globalité du mois de novembre, on peut avoir des températures un peu déficitaires. Même si moi, je les ai dit, j'ai mis une fourchette, hein, température normale entre moins 0,2 plus 0,3, mais bon, ça peut être un peu moins, ça peut être moins 0,5 ou éventuellement moins 1. Je sais pas, moi je les vois, moi à mon avis, il y a plus de chances qu'elles soient déficitaires que excédentaires hein, sur novembre. Voilà. Donc voilà pour novembre et donc pour décembre. Maintenant, je vais aborder janvier. Janvier, voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je parlais d'hiver en deux parties. Oui. Janvier, on pourrait changer radicalement de conditions. Donc moi, je verrais plutôt le retour de conditions plus franchement dépressionnaires, avec un flux d'ouest océanique qui s'installerait, véhiculant des perturbations beaucoup plus nombreuses que les mois précédents. Coups de vent et tempêtes éventuellement possibles, notamment dans l'ouest et le nord. Bon, un intermède anticyclonique serait quand même possible au cours de ce mois avec des températures plus fraîches. Voilà. Donc voilà un peu ma tendance pour janvier. Et donc pour répondre à une question aussi d'internaute
pour savoir dans le sud-ouest. Oui, si on peut pas de saison de pluie ou de pluie forte, ça pourrait commencer en janvier. Voilà. Bah, si on se réfère à ça. Alors moi je vois plutôt des températures du coup excédentaires sur janvier, de plus 0,5 à plus 1 degré, des précipitations excédentaires également, donc ce qui permettrait de résoudre un peu plus franchement éventuellement si ça se configure comme ça la sécheresse, hein, c'est clair, et un ensoleillement déficitaire. Voilà pour janvier. Alors pourquoi janvier je pars sur une tendance beaucoup plus dépressionnaire et beaucoup plus douce, à l'appui des modèles saisonniers aussi qui sont assez unanimes là-dessus, hein, en termes de douceur et d'humidité, et puis sur l'étude des indices. Je tente un peu un banco, je me dis, bon, les années de Ninya Modoki, effectivement, statistiquement, se reflètent souvent avec des hivers en deux parties, alors pourquoi pas encore cette année. Ça aussi, donc éventuellement aussi sur le fait qu'on a d'autres indices aussi qui seraient peut-être plus favorables également après pour la concentration du vortex polaire et donc avec un flux d'ouest sur janvier. Donc voilà, c'est différentes choses qui me font dire ça. Donc voilà pour janvier. Pour février, donc c'est le dernier mois que je vous propose, hein. Moi, je m'arrête là après. La fiabilité, février déjà ça s'éloigne en termes d'échéance, la fiabilité je la trouve pas très bonne, donc bon, je suis pas complètement convaincu j'allais encore dire prévision, mais c'est ma tendance. Je suis pas convaincu à 100%, mais bon, je pense que ça pourrait osciller entre un flux d'ouest moins actif qu'en janvier et des conditions parfois anticycloniques. Voilà. Donc je me mouille pas énormément, vous vous direz. Je vois quand même davantage de pluie pour le nord et l'ouest. Et un mois qui me paraît pas très hivernal, hein, en tout cas, hein, dans la lignée de janvier. Et donc je vous des températures excédentaires, plus 0,2 à plus 0,7 degrés. Donc un chouïa moins excédentaire quand même que janvier. Des précipitations normales et un ensoleillement normal. Donc vous voyez, pour février, je me mouille pas trop. Mais quand même plus ou moins, quand même plus la continuité de janvier quand même qu'autre chose, hein. Ça sera pas, ça sera pas décembre quoi. Voilà. Enfin, ça serait pas décembre. Ça serait pas, oui. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Jessie. Bon, écoute, de toute façon, c'est qu'à 4 mois après. C'est pas évident, on verra. C'est évident et on peut pas dire plus, hein. Je pense que ça sert à rien comme tu dis. Février, c'est loin et c'est pas. C'est loin. Après, ce qui peut se passer au mois de janvier, ici, ouais, après, c'est vrai que non, c'est loin. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. Alors moi. Mais, alors je vais finir par une conclusion. C'est la conclusion que j'ai indiquée, hein, que je vais relire tout simplement de ma tendance saisonnière. Donc vous aurez peut-être noté que nous avons revu notre prévision pour novembre, notamment avec davantage de fraîcheur et l'absence possiblement durable du flux océanique d'ouest, parce que attention, en novembre, je l'avais prévu un peu plus doux quand même le mois dernier, hein. Alors pas excessivement doux, mais je l'avais prévu plus doux quand j'avais fait la prévision fin septembre, et là je l'ai revu quand même avec davantage de fraîcheur, hein. Et donc je pense que là ce qui se passe, qui apparaît sur les modèles, me conforte dans cette idée-là, quoi, hein. Voilà. Ouais, et juste une petite précision aussi, ça rejoint encore, parce que c'est un sujet qui interpelle beaucoup les auditeurs, hein, concernant l'interaction entre la météo, la nature, et aussi, comment on dit, on ne parle pas de dérèglement climatique, mais là on a dit que l'hiver pourrait se faire en deux phases. Attention, ça ne veut pas dire que les saisons sont décalées. Il y a des années où c'est comme ça, il y a d'autres années où c'est pas obligatoirement, hein. Oui, voilà, il n'y a rien d'anormal. Une saison, encore une fois, on le répète, n'est jamais linéaire. On parle de saison décalée, mais ça n'a pas réellement de sens, moi, je trouve. On peut très bien avoir, comme on dit, un hiver en deux parties. On pourrait très bien avoir l'inverse aussi. On peut très bien avoir je dirais décembre très doux et puis une fin d'hiver plus froide. On l'a souvent eu. Hein. Comme l'hiver 2011-2012. On n'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai. Non, voilà, il y a une saison décalée. Pour moi personnellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a d'abord les saisons. Il y a trois mois. Quand on parle des saisons météorologiques, quoi, hein. Les trois mois, encore une fois, ne sont pas obligatoirement du même tonneau, quoi. C'est clair, clairement. Ouais. Donc la météorologie serait, je dirais la prévision serait beaucoup plus simple si c'était le cas. Je veux dire, voilà. Du coup, oui. Donc voilà. Donc je comprends que ça interpelle, mais
c'est pas linéaire, il n'y a pas de, non, il y a pas de linéarité là-dedans. Hein. Voilà. Alors je continue un petit peu sur ma conclusion qui va être rapide. Hein. Donc au niveau des températures, nous restons sur notre idée d'un hiver en 2 temps. Une première partie un peu froide et une deuxième partie plus douce et surtout plus perturbée. Alors au final quand même, la partie de douce serait quand même prépondérante. Hein, et nous aurions tendance à dire que nous repartons vers un nouvel hiver plutôt doux. Hein. Donc je nuance, hein, j'ai dit plutôt doux. Je ne dis pas doux ou très doux, je dis plutôt doux. Et plutôt humide. Donc, hein, voilà. Donc c'est vraiment à nuancer. Hein. Alors moi j'ai dit que je répète que nous avons davantage de doutes pour février, qui est encore un peu loin. Et comme je le dis toujours, on l'a dit en début de cette rubrique, et je le redis à la fin, nous précisons également qu'un hiver doux n'exclut pas une période plus froide en son sein. Même si cette période plus froide, nous la verrions bien sur décembre pour nous. Hein. Voilà. Voilà, c'est la conclusion. Oui, voilà, je pense que pas en dire plus. Hein. Voilà, moi après, quand une fois on a dit ça, on a tout dit. Et donc, voilà, on fera un point dans fin novembre, enfin vers le 20 novembre. On verra. Déjà, on verra le mois de novembre comment il est, parce que le mois de novembre peut franchement avoir une influence sur le mois de décembre. Il y a aussi autre chose que je voudrais faire remarquer également, que j'ai pas mentionné dans cette tendance saisonnière, qui peut avoir son importance quand même. Et je l'ai pas mis dans l'état des lieux, parce que bon, autrement, c'est un exposé que je fais de 10 pages, quoi, donc c'est pas possible. Et donc voilà, il y a aussi autre chose qu'on surveille de près, c'est l'enneigement également, qui s'opère notamment en Sibérie, au Canada, au Groenland, en Islande. Actuellement, l'enneigement avance assez rapidement. Les surfaces enneigées, quand même, s'étendent assez rapidement, jour après jour, notamment en Sibérie. Donc, ça peut constituer en Sibérie aussi, je dirais, le terreau parfait pour le développement d'un anticyclone de Sibérie assez fort. Et donc, voir au mois de novembre comment ça va se passer à ce niveau-là. Surveiller aussi la surface d'enneigement, parce que l'on sait que plus les surfaces sont enneigées, plus cela favorise après je dirais l'implantation du froid éventuellement à longue durée, avec aussi également surplombé par des anticyclones qui permettent de maintenir le froid aussi auprès du sol, quoi, et qui le consolident surtout. Donc ça c'est très important, parce que l'année dernière par exemple, on va prendre le cas de l'année 2015, tu t'en souviens Jessie, on avait eu au mois d'octobre des surfaces enneigées qui avaient bien avancé aussi également à différents niveaux, notamment en Sibérie, et on avait vu qu'au mois de novembre ça s'était complètement ça s'était pas anéanti, mais fortement diminué avec la reprise au mois de novembre d'un vortex polaire important et d'un courant d'ouest qui avait aussi balayé, qui s'était étendu jusqu'en Sibérie, quoi. Et donc voilà, donc ça va être important de savoir, parce que le temps de novembre qu'on va avoir peut conditionner après celui de décembre. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à partir sur la continuité froide d'un mois de décembre par rapport à novembre, quoi. Voilà. Et la deuxième partie d'hiver qu'on pressent plutôt, on va dire, humide et donc pluvieux, eh bien, qui dit pluie dans le sud-ouest ou le sud-ouest, c'est dit aussi du vent. Donc voilà, si vous craignez le vent, ça sera plus encore une fois à partir de janvier. Voilà, a priori, donc a priori. Donc voilà, donc c'est pour ça. Après, il y aurait peut-être d'autres considérations aussi encore à aborder, mais je pense que j'en ai suffisamment abordé. Hein. Donc je vous parlais de l'enneigement aussi, je vous parlais il y a plein de choses, mais je pense que voilà. Moi, je vois pas, en tout cas, si on regarde par rapport un peu aux confrères, parce que c'est intéressant, moi je vais pas mentir, moi je regarde les prévisions, les tendances saisonnières des autres, hein, largement. Je suis pas d'accord, par exemple, avec la tendance saisonnière de Guillaume Séchet, voilà. Mais bon, après, Guillaume Séchet l'année dernière, tout le monde le brocardait, il avait annoncé un hiver très doux. Eh ben, il n'a pas eu tort, quoi. Il a eu raison, quoi. Et il a eu raison, notamment avec le mois de décembre, hein, de toute manière, qui avait favorisé aussi un hiver très doux derrière. Même si après février avait été janvier-février avait été plus soft, mais je dirais que l'excédent avait été fait, quoi. Et là, cet hiver, rebolote, Guillaume Séchet voit quand même plutôt un hiver doux, plutôt dans la durée. Moi, je suis pas complètement d'accord avec lui. Après, bon, je parle de Guillaume Séchet, mais on peut citer d'autres noms. Mais je crois que de ce que j'ai vu des confrères, c'est surtout Guillaume Séchet qui dépareille un peu avec la douceur, on va dire, dans la continuité.
Je sais pas si tu as regardé, oui, Jessie. Je crois que chez les autres, oui, chez les autres, ça. C'est beaucoup plus nuancé chez les autres. Ce qu'on a dit, hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus nuancé chez les autres. Et donc voilà. Si je suis pas d'accord aussi avec Fred Decker, par exemple, pour le mois de novembre, qui le voit fortement excédentaire. Je suis pas d'accord. Ah oui. Là-dessus, je suis pas. Là-dessus, je suis pas. Ça semble plus compliqué. Je suis pas d'accord du tout. Ou alors gros coup de poker, quoi. Hein, mais... ouais, c'est bon, ouais. Bon, ben voilà. Bon, de toute façon, là, l'émission se termine. Hein. On va, pour les retardataires, vous aurez dans 5-10 minutes là, le bulletin météo, qui sera de façon rediffusé demain dans la matinale, hein, VRTM, de 5h05 à 8h35, toutes les demi-heures. Alors, pour donner un rapide coup d'œil du programme, musicalement parlant, sinon c'est du classique et du jazz jusqu'à 1h du matin. Mais alors demain soir, ce sera Halloween, hein, donc une émission spéciale sur RTM, alors plutôt de divertissement quand même, il faut le dire, avec une bonne partie de l'équipe. Sinon, du coup, l'émission La chanson, les talents et vous sera reportée à mardi, hein, ce qui fait que mardi, il n'y aura pas des maîtres du temps, mais il y aura donc une émission télévisée en plus, hein, comme pour Halloween demain soir. Avec Manu. Alors mardi, il y aura Manu et Dany, interview de chanteurs canadiens Mirola et Bribosia. Et puis bon, alors là, les maîtres du temps, on se retrouvera probablement le week-end prochain. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et nous retrouver via nos réseaux sociaux pour avoir la date de nos futures émissions. En tout cas, les bulletins météo, c'est tous les jours. Hein. Et en journée, c'est à 10h35, 12h35, 14h35 et 16h35 tous les jours. Voilà. Donc, voilà en tout cas ce qu'il y avait à dire. Et puis, les soirs, il n'y a pas d'émission. De toute façon, les bulletins météo, hein, vous avez à 20h35 et vous rediffusez, comme c'est le cas dans 5 minutes, hein, 22h35. Sur RTM. Il y aura le retour des maîtres du temps certainement vendredi prochain et dimanche prochain. Peut-être en effectif réduit parce que nous serons mobilisés. C'est intéressant d'ailleurs, on en reparlera après coup. On se permettra d'en parler dans une émission. Ça sera intéressant d'ailleurs de refaire un petit débriefing derrière. Une partie de l'équipe sera mobilisée sur le séminaire Kéronos qui se passe à Lyon, notamment moi-même et Manu. Donc voilà, donc ça sera intéressant, très intéressant même. Ah oui, on pourra faire un retour aussi. On fera un retour sur RT. Voilà, tout simplement. Écoutez, voilà, moi je vous souhaite aussi une bonne soirée à tous. Un bon long week-end pour ceux qui travaillent pas demain. Hein. Et puis pour ceux qui travaillent demain, bon courage. Voilà, voilà tout simplement. Allez, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Bye bye.